Jeudi, jour de paye, mais aussi jour de podcast Leader RH. Merci d'être à l'écoute et de nous prêter un petit peu de temps dans votre journée pour vous inspirer. Aujourd'hui, j'ai une conversation. Vous allez entendre deux choses dans le podcast. Vous allez entendre un petit peu de bruit de fond parce qu'on a enregistré ça lors du salon Tech RH qui avait lieu en février au Palais des Congrès de Montréal. Mais aussi, vous allez entendre un groupie parce que moi, ici présent, j'ai eu une superbe conversation avec Julien-Pierre Boisvert, qui est directeur principal en acquisition de talent pour AppDirect. J'avais vu Julien-Pierre dans un événement il y a 1 an ou 2, qui avait fait quelques remarques vraiment intéressantes sur sa vision de l'acquisition de talent en entreprise. Et je m'étais promis que j'allais l'asseoir au podcast pour pouvoir en jaser avec lui. Alors aujourd'hui, c'est un numéro spécial acquisition de talent. Comme je vous dis, je me sentais un peu groupie. On s'est découvert plein d'affinités. Je pense que ça paraît dans l'entrevue. Donc, vous allez sentir plein d'enthousiasme. Deux passionnés d'acquisition de talent. Donc, on parle, oui, de technologie en acquisition de talent. On parle aussi d'équipe. C'est quoi la meilleure équipe, la meilleure structure pour l'acquisition de talent. On parle aussi de son passage du recrutement dans un cabinet comptable versus s'en aller en technologie et plein d'autres petits sujets que je vous laisse découvrir. Alors, bonne écoute. Merci d'être là. Merci de partager aussi les épisodes et de faire connaître les podcasts à la communauté de Leader RH au Québec. Bonne écoute. Julien-Pierre. Salut. Bienvenue au podcast Leader RH. Bien content de te rencontrer. Donc, Julien-Pierre Boisvert, directeur principal acquisition de talent chez AppDirect. Absolument. Les gens m'appellent Jupi. Parce que Julien Pierre, c'est un nom très français, très francophone. Et puis nous, on a des bureaux un peu partout dans le monde, Argentine, Inde, États-Unis. Donc, Jupi, ça passe mieux que Julien Pierre Boisvert. Ouais, Boisvert. Donc, okay. Bon, on verra à la fin si je suis rendu à Jupi ou je suis encore à Julien Pierre. On développera notre complicité. C'est ça. Très content de te recevoir. On va revenir à AppDirect puis tout ça. Très content de te recevoir. Moi, je t'avais vu à Trou Montréal, pas l'année passée, l'autre année d'avant, puis t'avais fait une couple de remarques, puis j'avais fait « C'est qui, ce gars? » Hey, en plus, t'es en acquisition de talent, fait que tu m'intéresses. Fait que je pense qu'on va avoir bien du plaisir aujourd'hui. Okay, oui. Ça va être un numéro spécial acquisition de talent. On commence. Comment les RH sont rentrés dans ta vie? Comment l'acquisition de talent est rentrée dans ta vie? T'as étudié en RH ou pas? Pas du tout. Moi, j'ai une maîtrise en création littéraire de l'Université du Québec à Montréal, bac en études littéraires. J'étais pas destiné à ça du tout. J'ai fait mes jobs étudiantes en centre d'appel, service à la clientèle, passionné de ça. Comme toujours, j'ai étudié. J'ai travaillé en camp de vacances. Puis, c'est quoi ton nom de camp? Ah, mon Dieu, Virus. Ah, OK. Ça a mal vieilli. C'est moins populaire en 2020. Écoute, moi, c'est plus virus informatique, là, mais bon, okay. Tout est arrivé. Mais bref, fait que j'ai étudié en études littéraires et puis j'ai travaillé à l'Université de Regina, Saskatchewan, comme conseiller académique. Tout ce qui était études, emploi, ça m'a toujours intéressé. Moi, quand j'étais jeune, les gens me contactaient comme « Ah ouais, tu sais, je pense aller en sœur cégep. Qu'est-ce que t'en penses? » Moi, j'étais comme hey, « Laisse-moi faire les recherches. » Tu sais, j'aimais ça. Je comme hey, ça, c'est tes 3 options. Ça se donne à Jonquière, ça se donne, etc. Orienteur. Je tripais. C'est ça, exactement. Genre de profil de conseiller orientation. Puis ce qui est cool, ah mon Dieu, je vais-tu déjà commencer à me faire des ennemis? J'ai le même background que les gens en orientation, c'est-à-dire j'ai jamais eu de job. Fait que j'étais très qualifié pour être conseiller en orientation. Aïe, ça commence mal. Ça fait combien de temps? J'ai déjà insulté quelqu'un? 1 minute? OK, super. Je m'excuse. Bref, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que un jour, j'étais à l'Université de Regina et le monde universitaire, c'est cyclique. Tu sais, je veux dire, t'es rentrée d'étudiants, puis là, ils se posent des questions, puis t'as Noël, puis là, tu passes. Puis tu sais, c'est une boucle. Ça continue. Puis je me suis rapidement rendu compte que je voulais pas vivre la même année à toutes les années. Je voulais quelque chose qui bouge plus. Et en centre d'appel, j'avais rencontré quelqu'un, Philippe Devillers, pour ne pas le nommer, qui travaillait à l'époque chez Richter, cabinet comptable. Il dit, écoute, Jupi, j'ai besoin de
quelqu'un dans mon équipe d'acquisition de talent. Puis moi, j'embauche du monde qui sont en RH, qui se font former, puis ensuite, ils se font voler par d'autres cabinets. Là, j'ai quelqu'un qui n'a pas d'études en RH. Je veux juste une grand gueule que je vais pouvoir former, puis qui va pas intéresser le monde. Je dis, OK, parfait. Moi, je suis la grand gueule. Fait que j'ai passé les entrevues et j'ai commencé en 2013 en acquisition de talent. Ma première... J'ai jamais fait ça, évidemment. Ma première cabinet comptable. Dans un cabinet comptable. Richter, c'est pas... Super beau cabinet comptable. Ben oui, moi, j'envoie tous les gens qui ont besoin de services professionnels chez Richter. C'est un cabinet... C'est un beau cabinet. C'est un cabinet high-end, là. C'est un cabinet high-end. C'est le Big Five, ici à Montréal. J'ai appris beaucoup là-bas. Ma première semaine, j'ai trié 400 CV. J'ai fait toutes mes erreurs là-bas. J'ai délité des bases de données. J'ai fait des affaires. J'ai appris la chasse de tête également, qui était vraiment le fun. Phil, c'est quelqu'un qui croyait beaucoup à ça, sur LinkedIn. 2013, là, ça commençait, le LinkedIn, contacter le monde nous-mêmes, pas être trop dans l'inbound, etc. Donc, c'est comme ça que je suis rentré en acquisition de talent, un peu par chance. Seul en acquisition? Oui, j'étais coordonnateur en acquisition de talent, fait que 40 rôles, je faisais à peu près tout. OK. Ouais. Fait que ça a été le premier contact. Ouais. Puis là, tu as eu la piqûre. J'ai la piqûre, j'ai Là, adoré tu as vu ça. que c'était plus le cycle. Oui, c'est ça, exactement. rinse and repeat. Que c'était différent, chaque chose, apprendre des nouveaux rôles, comprendre des nouvelles entités, apprendre à connaître des hiring managers, des gestionnaires d'embauche. Tu sais, je veux dire, on parle de cabinet comptable, mais évidemment, il y a l'audit, mais tu sais, avec tout ce qui était risk management, tax, compliance, on avait du bookkeeping. Donc, c'était plein de choses toujours un peu différentes. Moi, je connaissais rien là-dedans. J'étais en lettres. Moi, les chiffres, je connais pas ça. Le 1 plus 1, là, c'est la limite. Mais là, c'était vraiment intéressant parce que je pouvais comprendre des nouvelles industries. Puis à travers les rôles, quelqu'un, mettons, qui recrute un fiscaliste américain, ben là, OK, ben pourquoi est-ce qu'on a besoin de gens qui sont spécialisés en fiscalité américaine au Canada? Ben parce qu'il y a des choses comme du transfer pricing, ou est-ce que quand tu vends des services, tu dois les taxer différemment, etc. Puis moi, j'étais un curieux. Donc, c'était le fun. C'était un terrain de jeu incroyable. Puis les gens vont dire, comptabilité, ça va être plate. Non, c'est pas plate, c'est super le fun. C'est juste qu'il faut avoir une curiosité et comprendre c'est quoi la business derrière. Parce qu'à la fin de la journée, notre job en acquisition de talent, c'est on est au service de la business. Fait que si je suis pas intéressé par la business, je serai pas un bon recruteur. Mais si la business m'intéresse, il y a plein de gens qui veulent en parler. Là, tout le monde aime ça, parler de ce qui les passionne. Puis quand tu travailles avec un gestionnaire d'embauche, ben souvent leur job les passionne. Fait que moi, ma job, c'est juste de sortir cette passion-là et la transférer vers les candidats. Puis je trouve qu'en acquisition de talent, l'étape souvent négligée, c'est l'intake, l'étude de profil quand tu parles, où tu vas t'asseoir, il t'envoie une description de tâches, puis passe avec ça. Il y a tellement de jus à aller sortir, à challenger, parce que tu vas te faire challenger comme comme recruteur par tes candidats. Ouais. C'est quoi tes meilleurs trucs? Comment tu shakes ça, un gestionnaire recruteur? Je te dirais que pour moi, c'est vraiment de ne pas voir le recrutement comme quelque chose de transactionnel. Puis on va en parler tout le long. Là. Pour moi, le recrutement à tous les niveaux, c'est consultatif. C'est-à-dire que moi, je suis là pour comprendre c'est quoi la business, c'est quoi ce rôle-là, puis pourquoi on a besoin de ce rôle-là, qu'est-ce qui le rend intéressant, ce rôle-là, puis comment est-ce que je vais le vendre à quelqu'un, right? Parce que ma job, c'est pas juste de trouver un derrière pour un siège, tu sais. Ma job, c'est de trouver quelqu'un qui va être excité de s'asseoir dans ce siège-là et de vendre la patente, right? Et puis c'est drôle, tu sais, à l'ordre des CRHA, en 2014, je pense, j'avais fait justement une conférence avec Philippe qui était le recrutement n'est pas une fonction RH, c'est une fonction de vente. Right? T'as ton pipeline de candidats. T'as ton processus de vente qui est ton expérience candidat. On close des candidats comme on close en vente. Il faut que tu fasses un pitch. Il faut que tu ta marque employeur, ben, c'est un peu ton branding de produits, etc. Fait que pour moi, si tu le vois comme une expérience de vente ou est-ce que toi, tu es là comme facilitateur, ben, ça devient vraiment excitant. Et c'est là que tu vois que ça peut pas être transactionnel. Parce que l'acquisition de talent, c'est quelque chose qui deal dans la pire matière au monde. Tu sais, c'est quoi la pire matière au monde? C'est les humains. Right. Parce que les humains prennent des décisions irrationnelles, parce que les humains sont émotifs, etc. Fait que moi, ma job, c'est voir, j'ai un gestionnaire d'embauche, j'ai une business, j'ai des candidats, j'ai un boss. Ils veulent toutes des affaires qui sont souvent différentes. Puis moi, je suis au centre de ça, puis ma job, c'est de faciliter pour que tout le monde se comprenne, tout le monde se parle et qu'on fasse une embauche qui a du sens pour tout le monde et qui reste, tu sais. Parce que combien de fois est-ce qu'on entend des histoires d'horreur de gens qui sont comme « Ah, ben c'était pas vraiment ça qu'on m'avait vendu, tu sais, comme job. » Puis j'étais un peu déçu, puis après 3 mois, 6 mois, les gens s'en vont. Et pour moi, le conseiller en acquisition de talent, c'est quelqu'un qui va dire « Moi, je peux pas recruter tout pour tout le monde tout le temps. J'ai une job, right, qui est très, très précise, qui a du bon et qui a du mauvais. »
Right? C'est comme en dating. On dit souvent, si tu rencontres quelqu'un, tu vas tomber en amour, pas avec ses qualités, mais avec ses défauts. Right? Ces petits défauts vont te rendre, ces petits quirks vont faire comme j'aime ça, je trouve ça cute, ça me va, etc. C'est la même chose pour une job. Right? Je peux dire à quelqu'un, hey, voici la job, quelqu'un va me dire c'est la pire job au monde, quelqu'un va me dire c'est mon rêve. Right? Puis la même job dans 2 compagnies différentes, t'es comptable dans 2 compagnies différentes. Complètement différent. Complètement différent. Fait que le but, c'est d'être le plus transparent possible pour dire aux gens, hey, voici la job avec ce qu'elle a de bon, ce qu'elle a de mauvais. Qu'est-ce que t'en penses? Puis moi, je vais te pitcher ce qui est bon. Je vais te dire que c'est vraiment hot, j'y crois, etc. Mais je vais également te dire c'est quoi les challenges, puis c'est quoi les défis, puis c'est quoi qui va te faire des nuits blanches. Parce qu'il y en a des affaires plates dans les jobs, mais il y a des gens pour qui ils vont être comme... Je te donne un exemple. Moi, j'aime les endroits où il faut que je bâtisse des affaires, puis quand les processus deviennent tellement lourds qu'ils explosent, il faut que j'en fasse d'autres, j'adore ça. Right? Mais il y a des gens qui vont être comme, hey, c'est l'horreur, je veux pas ça, je veux que ça soit construit. Moi, je veux maintenir, je veux sophistiquer. Moi, j'aime ça quand c'est scrappy, sophisticated. Quand c'est... ce serait quoi en français? Bon, on se comprend, là. Ouais, t'es pas à tweaker les petites choses. T'es à changer le moteur. Je veux que 80% marche, puis le 20% qui marche pas, écoute, je le réglerai quand j'aurai le temps. Right? Mais il y a des gens qui veulent pas ça. Comme moi, je trouve ça difficile dans des places où est-ce qu'il n'y a plus de processus à inventer, où est-ce que tout est déjà fait, tout a été déjà fait dans les 100 dernières années, puis pourquoi est-ce qu'on changerait quelque chose qui fonctionne? C'est pas pour moi, ça. Mais des gens pour qui ça va être super ça le va fun. être ça. Puis il y a des gens pour qui ils vont voir ma job, je vais pas faire ça, je l'ai déjà fait, je suis rendu ailleurs. Fait que c'est de trouver ce filon-là que tu vends la réalité, mais tu la vends de manière un peu brutale. C'est-à-dire, voici ce que c'est, puis je te mentirai pas. Puis t'aimes pas ça, pas sugar cocaine, mais c'est... Exactement. Voici ce qu'il y a. Je pense que ça fait des embauches de meilleure qualité parce qu'ils viennent, puis ce qu'on leur a dit, c'est ce qu'ils font en soi. Puis, exactement. Tu m'avais... on parlait des gestionnaires recruteurs, à Trou, ce qui m'avait fait cligner des yeux. Puis t'avais dit... Moi, c'est des gestionnaires recruteurs, ils rencontrent des candidats, 3, 4, 5 candidats, puis il n'est pas capable de se brancher, là. Ou ben non, il nous revient pas. T'as dit, s'il n'est pas capable de se brancher, soit il m'a mal exprimé son poste, ou j'ai mal compris, puis on n'est pas aligné. Puis l'autre chose, s'il me revient pas, puis il prend trop de temps au candidat, j'y ferme sa rec, il repassera sur le processus. C'est terminé. Non, mais c'est ça. On est tellement occupés, toute la gang. Si quelqu'un n'est pas capable d'avoir la décence de me revenir, moi, je vais à mon boss, je suis comme, écoute, regarde, il faut que je priorise. Et cette personne-là m'a dépriorisé le recrutement. C'est correct. Il y a plein d'autres choses à faire. Mais moi, je vais pas prioriser quelqu'un qui veut pas jouer avec moi, right? Je vais aller avec ceux qui sont investis, qui ont le goût de le faire, etc. Mais il y a plein de choses qui se passent dans une business. Puis si le recrutement... Moi, c'est sûr que le recrutement, c'est toujours ma priorité numéro 1. Je suis directeur en action de talent. Mais c'est correct, c'est pas la tienne. C'est juste qu'on va pas se mentir. Je vais dire, écoute, reviens-moi quand t'es prêt. Et souvent, quand je dis ça aux gens, ils vont dire, ben écoute, je suis prêt là. Ben OK, parfait. Agis comme quelqu'un qui est prêt là. Eh, mon Dieu. Je bois, il n'y a pas de vodka, un drink, cheers. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, je veux dire, là, je le dis rough un peu pour le spectacle, mais c'est juste de dire aux gens qu'à la fin de la journée, on a toute une job. Moi, ma job, c'est de les aider à trouver la bonne personne. Mais si, de leur côté, il y a quelque chose qui change ou ils ne sont pas tout à fait certains, ben tu sais, il y a une citation que j'aime beaucoup sortir souvent, qui est Abraham Lincoln, un président américain, qui a dit « Si j'avais 6 heures pour couper un arbre, je passerais 4 heures à affûter ma hache. Right? Et 2 heures à couper. » Et souvent, dans l'acquisition de talent, on est beaucoup dans le go, 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 il faut le faire, il faut trouver du monde, il faut sourcer, etc. Non, prenez votre temps. Alignez-vous, right? Parce que rien ne sert de courir, il faut partir à point, Jean de La Fontaine, right? Donc, à la fin de la journée, je préfère dire, on va prendre 2-3 semaines pour s'aligner. J'ai ma job description, j'ai mon... Puis, je dis pas que je vais prendre 2-3 semaines tout le temps, là, habituellement, je vais prendre 24 heures. Mais on va s'aligner, job description, interview process, on va se challenger, on va s'aligner, puis ensuite, on va partir, ça va être beaucoup plus rapide. Et tout le monde va être plus heureux, en commençant par le candidat, qui ne va pas souffrir de notre manque de préparation. Définitivement. Donc, peut-être que mon time to hire est de 60 jours, mais mon Candidate Experience Journey est de 21, parce qu'une fois que la personne est dans le pipeline, on va vite. On processe. Voilà. On a parlé de chez ta job de chez Comptable. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait rentrer en technologie?
Ouais, écoute, j'ai toujours voulu travailler en technologie. Je suis un geek, je suis un nerd. Ça me passionne, je veux dire, que ce soit les jeux vidéo, le VFX. J'aime voir comment les choses fonctionnent derrière. Je suis un early adopter de plusieurs trucs. Je veux dire, j'ai eu un iPhone quand c'est sorti. C'était pas encore super populaire, en 2011, genre comme iPhone 3, genre, comme, tu sais. Puis là, il y a des gens qui vont dire, moi, j'ai l'iPhone 1. Bon, OK, regarde, je suis un early adopter, mais pas tant que ça non plus. Et je voulais faire ça et c'est difficile de rentrer en technologie parce que c'est une chasse gardée. Les gens veulent qu'on ait de l'expérience en technologie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que je recommande à tout le monde. Je suis allé en agence. Je suis allé en agence pendant 2 ans où j'ai travaillé en gaming, en tech, en VFX. J'ai travaillé avec des gestionnaires un peu partout à Montréal, des entreprises vraiment cool qui ont été rachetées, qui ont du financement. J'ai goûté à c'était quoi. Et après avoir goûté, j'étais comme, écoute, j'ai besoin de rester dans cet univers-là. Les gens sont sharp. Ça me fait comprendre des trucs vraiment le fun. Je veux dire, là c'est la base, mais tu sais, juste comprendre, OK, c'est quoi un front-end, c'est quoi un back-end, c'est quoi une architecture, c'est quoi de l'infra. Ça me fait triper. J'aime ça comprendre parce que c'est partout autour de nous. Je veux dire, présentement, on utilise la technologie. Les gens vont consommer ça à travers une plateforme. La tech est partout, right? Alors, j'avais besoin d'être dans ce monde-là, tout simplement. Je prends quelques secondes pendant cet épisode pour remercier Ansia, notre partenaire du podcast Leader RH. Vous savez à quel point ça peut être difficile de recruter 2, 3 bons employés. Alors, imaginez devoir en recruter 100, 200, 500. C'est ce que Ansia fait, du recrutement de volume, mais tout en conservant la touche humaine. Donc, régler tous les problèmes d'attraction, de recrutement et d'intégration pour toute entreprise qui recrute qui font plus de 100 recrutements par année. Alors, merci Ansia et bonne écoute. La curiosité, c'est clairement une qualité. Ouais. Chez les recruteurs. Oui, mais chez les recruteurs en général, oui, vraiment. Fait que là, c'était quoi ta première... T'as dit l'agence, mais après ça... J'allais dans une agence qui s'appelait Stolo, qui s'est rebrandé Hub XYZ. C'était super le fun. Après ça, je suis parti chez AppDirect 1 an. J'ai travaillé 1 an chez AppDirect comme recruteur. Puis tu sais, c'était le fun. Puis l'énergie de la tech, tu sais, je rentre en 2016. Écoute, ils me disent, tu vas être notre recruteur tech à Montréal. C'est génial. Je rentre, première journée. Je suis onboardé à San Francisco. Premièrement, j'étais comme, écoute, ils m'ont payé l'avion, j'arrive. Air Canada a perdu ma valise. Donc, ma première journée chez AppDirect, j'avais des plis dans tout mon linge. Et là, mes boss étaient comme... Est-ce que tu n'avais pas de linge avant? Mais non, j'avais du linge. C'est juste que... C'est mon linge d'avion. J'étais allé chez Target, genre comme à 8 h le matin, le lundi, prendre une chemise qui me faisait pas. Puis en tout cas, bref. Donc, ils me disent, tu vas être notre recruteur tech. Et la première chose qu'ils me disent une fois que je suis arrivé, c'est, hey, on n'a plus vraiment d'embauche tech, fait que tu vas faire de la vente. Tu as déjà fait de la vente? Là, je suis comme, j'ai jamais recruté un vendeur en tech. Ils disent, parfait, tu as un rôle en sales engineering. Et là, le gestionnaire d'embauche, je dis, tu sais, JP, tu souvent fait des rôles en sales engineering? Puis moi, je suis comme, ben oui, voyons. Je connais ça, j'en mange du sales engineering. Puis tu sais, là, je blague par rapport à ça. Mais c'est ça, exactement. Tu sais, établir un lien de confiance, puis à la base, et c'est ça que je dis aux recrutants dans mes équipes, c'est toujours, le recrutement, c'est le recrutement, c'est le recrutement. Right? À la base, tu comprends un job, tu sources du monde, tu passes en entrevue, tu closes. Si tu es capable de faire ça, tu es capable de recruter n'importe quoi. Puis oui, il y a des nuances, mais tant que tu es curieux, j'ai pas besoin que tu deviennes un subject matter expert avec un PhD. Juste besoin que tu en connaisses assez pour être dangereux. Puis pour moi, c'était cette philosophie-là. Tu peux recruter n'importe quoi. Ce que j'ai fait, je suis resté 1 an chez AppDirect. Beaucoup de plaisir. Je suis parti après 1 an. Pourquoi? Parce que j'avais soif de leadership. C'était quelque chose que je voulais depuis tout le temps. Et il y avait une start-up à Montréal qui commençait à exploser, qui s'appelait Element AI. Et ils m'ont contacté. Je suis comme, ça m'intéresse, l'intelligence artificielle, c'est dans le vent. Puis là, en 2017, je suis comme, je pense que ça va devenir gros, l'intelligence artificielle. Puis écoute, on verra si j'ai raison. Je pense que ça t'avait des bonnes cartes de tarot. J'ai une bonne... Ben c'est ça, j'adore le tarot et j'avais tiré, ça disait l'AI, ça va être... Fait que je suis allé chez Element AI où j'ai eu la chance de devenir lead en acquisition de talent. J'ai ton premier rôle de gestion. De gestion, exactement. Après, j'ai été à peu près 6-9 mois comme contributeur individuel. Okay. J'ai eu une année où est-ce que j'ai closé 88 personnes. C'était ça ma fin d'année. Là. 88 personnes chez Element AI, c'est moi qui les ai embauchés. J'avais la langue à terre, mais j'ai trippé. Et là, on était comme, OK, quand est-ce qu'on scale ça? Fait qu'en 3 ans, on a scalé une équipe de recrutement
recrutement jusqu'à 16 personnes. On a embauché, Canada, États-Unis, Corée du Sud, Singapour, Londres. Et c'était l'époque où est-ce que tout le monde se garochait sur l'intelligence artificielle. Fait qu'on a travaillé avec les meilleurs. On était la meilleure agence de recrutement à Montréal en entreprise. Puis c'était vraiment ça, la philosophie. Element AI, c'était une agence de... Non, pas du tout. Okay. C'est-à-dire que c'est une boîte qui faisait des produits en AI, de la consultation, mais moi, j'aimais dire qu'on était la meilleure agence de recrutement à Montréal. Ah, OK. Parce qu'on avait des bons KPI, on roulait ça comme une agence. C'était vraiment le fun. Mais c'était combien? Tu dis que tu avais 16 personnes au recrutement. On a embauché à peu près 400 personnes en 3 ans. 400-500 personnes en 3 ans. Partout dans le monde. Puis après ça, Element AI a été vendu à ServiceNow. Donc, il y a eu un gros high. Après ça, un low, avec tout ce qui vient avec l'acquisition, l'intégration, tout ça. Moi, je suis parti en 2020, en fait, pour retourner chez AppDirect. AppDirect, quelqu'un que j'avais recruté à l'époque, en 2016, qui me donne un coup de fil. Fait, hey, on a un rôle de directeur. Écoute, t'es un peu junior, mais ça te tente-tu? Je suis comme, écoute, passez mon entrevue, on va voir. Je vais te retourner à San Francisco. Ouais, c'est ça, je retourne ça à SF. Je suis pas retourné. Je suis allé à plein d'autres endroits, mais je suis allé à San Francisco. Ils t'ont pas on-board, là. Non, j'avais peur de perdre ma valise. Fait que ça pour dire que je suis passé en entrevue, puis tu sais, ma boss, qui est ma boss actuelle, elle me l'a dit, écoute, Julien-Pierre, t'es junior, mais t'as une bonne drive, t'es curieux, on va prendre une chance, on va te former, puis surtout, ma boss et moi, on a la même vision vente du recrutement. Donc, ça jivait vraiment très, très bien. Et voilà, ça fait 5 ans que je suis là. Maintenant, je suis directeur principal, j'ai une équipe. Qu'est-ce que ça change, directeur principal? C'est... de plus de monde? Non, j'ai un plus gros salaire. Ah. Non, mais j'ai en fait... Pour aller dans la RH, je fais des blagues, mais chez AppDirect, on a, au niveau du leveling, c'est vraiment juste les attentes qui sont différentes. Okay. Au niveau de ce qu'on attend, au niveau des valeurs, de ce que tu vas faire également, intégration de l'intelligence artificielle dans nos processus. Fait que c'est une promotion, dans le fond. OK. Puis là, tu sais, c'était ton premier rôle de gestion chez Element AI. Qu'est-ce que ta perspective changeait quand tu tombais de l'autre bord? Tu n'étais plus recruteur, tu devenais... gestionnaire de recruteurs. C'était une équipe de recrutement. Là. Ça, c'est difficile de devenir lead ou gestionnaire en recrutement. Je comprends que tu avais travaillé en plus. Fait que tu devenais gestionnaire de tes collègues. Oui, exactement. La semaine passée, tu étais collègue, puis là, tu deviens... Puis ça, c'est correct parce que tout se gère, tu sais. Je pense que la transition, c'est bien faite parce que j'ai toujours un énorme respect pour mes collègues. Puis moi, mon style de leadership, c'est un style qu'on appelle le servant leadership. C'est-à-dire que ma job pour moi, comme leader, c'est de m'assurer que tout le monde a ce qu'il faut pour travailler. Fait que je suis pas là pour donner pour donner des orientations, une vision, une direction, fine. Mais ma job principale, c'est de m'assurer que Jess, dans mon équipe, a ce qu'il faut pour qu'elle performe. Puis si elle a des bobos ou comme ça va pas bien parce que genre il y a un gestionnaire qui revient pas, whatever, moi, je suis là pour débloquer. Right? Et j'ai toujours été comme ça, même comme contributeur individuel. Ma job, c'est toujours, je me dis, hey, écoute, regarde, on va en jaser, on va bouncer des idées, on va débloquer. Fait que ça s'est bien passé, la transition, pour vrai, au niveau de gestionnaire à ce niveau-là. Puis à la fin de la journée, ce qui est difficile quand tu deviens gestionnaire, pour moi, c'est pas tant les gens, mais c'est ma perspective par rapport à moi-même. Ce que je veux dire par là, c'est que tes KPI, quand tu es recruteur, c'est facile. Y a-tu quelqu'un qui est assis dans le siège et qui fait la job? Quand tu es gestionnaire, c'est plus ça ton KPI. Parce qu'il faut que tu enables les autres, il faut que tu leur permettes d'être bons, mais toi, tu recrutes presque plus. Puis même à mon niveau actuellement, puis ça fait depuis 2017-2018 que je suis gestionnaire, j'ai encore de la misère. Quand il y a beaucoup, beaucoup de rôles, mon premier réflexe, c'est de dire, m'en prendre 6. Ou genre, m'a sourcé pour tout le monde. Ça va être moi le héros recruteur. C'est pas ça, ma job. Ma job, c'est plus de faire la job. Ma job, c'est de m'assurer que les autres peuvent être héros recruteurs. Alors, je leur débloque des outils, des processus. On brainstorm, on donne une vision. Je suis un cheerleader, etc. Fait que ça a été difficile comme transition. Mais là, je pense que je suis rendu à un moment où est-ce que je suis capable de fight the urge, de prendre des rôles pour moi-même comme de trop. OK. Puis, cette position-là de servant leadership, ça a été naturel? Tu as été introduit à ça? Tu as vécu ça toi-même parce que tu avais un boss qui était comme ça? D'où ça vient? Oui. C'est ma première job de moniteur de camp de vacances quand j'avais 16 ans. Puis j'avais des collègues qui croyaient beaucoup à ça, qui disaient que... Puis c'est on travaillait en camp de vacances, là, et on avait des évaluations de la performance.
OK. en camp de vacances. Il y a des compagnies qui n'ont même pas. Je sais. Et la personne qui était chef de camp, ben justement, c'est Philippe dont je parlais, qui est gestionnaire RH, qui était à l'ordre longtemps, etc. Donc, on avait des bons processus et des bons processus de leadership également. Fait que j'ai appris ça, là. Puis on a appris c'est quoi les styles de leadership, tu sais. À la base, avec les enfants, tu sais, tu peux être, par exemple, en camp de vacances, ben, tu peux être un moniteur qui va être autoritaire. Fais ce que je te dis. Tu peux être un laisser-aller. Non, c'est pas grave, c'est des enfants, genre, ils peuvent se blesser, ça va repousser. Tu peux être un moniteur de camp de vacances qui est marchandeur. Ou est-ce comme, écoute, Tommy, mange ton dessert, puis je vais t'ouvrir l'hébertisme, puis genre, ou tu sais, passe le balai, puis tu peux avoir ton dessert, ces choses comme ça. Et il y en avait un qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué, qui était le moniteur guide. C'est-à-dire celui qui fait juste montrer la voie. Qui dit, écoute, regarde, avec les enfants, les enfants sont en développement tout le temps, puis des fois, ils vont prendre des décisions qui sont pas les bonnes, puis tu peux les chicaner ou tu peux leur dire, écoute, regarde, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Je veux comprendre. Puis ça m'avait beaucoup, beaucoup marqué et ça m'a amené à réfléchir un peu à des notions de leadership et à tomber dans le servant leadership, qui est beaucoup dans à la base, on est tous des humains avec une pyramide de Maslow, right? Tu vas pas penser à l'actualisation de soi si tu as faim. Donc, quand il y a un problème humain, ben souvent, c'est simple à diagnostiquer. Les humains, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être aimés, ils veulent être bien, ils veulent être en sécurité, ils veulent sentir qu'ils s'accomplissent. Donc, ma job, c'est juste de m'assurer que mes équipes, il y a tout ça. Right? Puis évidemment, c'est plus compliqué là, quand on parle de recrutement. Je veux dire, j'ai pas besoin d'habiller puis de leur trouver un toit. Mais tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que ma job, c'est juste de voir qu'est-ce qui va pas. Souvent, les affaires qui vont pas sont complètement humaines. Ou parfois, c'est parce que les gens ont une mauvaise journée ou comme sont stressés ou il y a trop de jobs. Ma job, c'est juste de remettre les choses en perspective puis aider les gens à contrôler la seule chose qu'on contrôle dans la vie, soi-même. Essaie pas de contrôler les autres. Essaie pas de contrôler tes candidats. Essaie pas de contrôler tes gestionnaires recruteurs. Essaie pas de contrôler la compagnie. Essaie pas de contrôler le gars à compensation qui dit que tu payes trop cher pour ton software developer. Genre. Contrôle toi-même tes réactions. Puis moi, ma job, c'est de me contrôler moi-même et d'aider les autres à se gérer. Puis si tout le monde se gère, absolument, ça va bien. Très, très bon. Très intéressant. Puis je pense que ça... Il y a beaucoup de gestionnaires, pas juste en RH, là, ça déborde, ça déborde de la direction RH, mais c'est une belle approche, je trouve, à avoir. Je la recommande. Ouais. Comment tu développes tes gens? Tu sais, t'as eu ta chance, ta première chance TI. Dans une équipe, comment tu donnes la chance, l'opportunité, puis c'est quoi les meilleures pratiques? Premièrement, comprendre ce que les gens veulent. C'est pas tout le monde qui veut la même chose dans son développement de carrière. Il y a des gens qui vont vouloir être meilleurs pour présenter. Il y a des gens qui vont vouloir avoir des rôles vraiment sexy. Il y a des gens qui veulent avoir la visibilité de l'exécutif. Il y a des gens qui veulent gérer des processus, améliorer les processus. Fait que premièrement, c'est de dire non à l'approche beurre de pinot. L'approche beurre de pinot qui est on donne toute la même chose à tout le monde et différencier. Right? Première des choses. Et après ça, c'est de se mettre au service et de trouver des opportunités. Comment est-ce qu'on fait ça? Moi, une affaire que j'aime beaucoup faire avec mes équipes, et j'ai pris ça de LMMTI, on était venu avec le terme « growth meditation ». Je pense que c'était Anne Mézéhi, Marianne Lalonde qui a trouvé le terme. Growth meditation, c'est en dehors des one-on-one opérationnels. J'essaie d'avoir un 30 minutes aux 2 semaines avec mon équipe. Je sais que ça n'a pas l'air beaucoup 30 minutes, mais nous sommes occupés. Où est-ce qu'on parle de tout ce qui est autour de la job. Dans quoi tu veux te développer? Par exemple, quelqu'un va venir vers moi et va dire, écoute, moi, j'aimerais ça présenter au prochain meeting, commencer de recruter en Argentine, commencer de recruter en Inde, parce que je suis pas bon pour recruter, je veux travailler mon public speaking skills. Parfait, on travaille là-dessus, on va te coacher là-dessus, puis on va y aller. Quelqu'un va me dire, écoute, moi, ce que je veux, c'est, je veux travailler des rôles vraiment compliqués avec du monde vraiment exigeant. Hey, tant mieux, j'en connais plein du monde super exigeant à ma job. Fait qu'on va te donner ces opportunités-là et on va t'accompagner à travers pour dire, OK, bon, telle personne a réagi comme ça, comment tu vas répondre? Comment tu vas faire? Et chat direct, ce qui m'aide vraiment beaucoup, c'est qu'on a dans nos évaluations de performance, on fait tout ce qui est la job en tant que telle, donc recruter, et comment est-ce qu'on le fait? Les valeurs. Right? Okay. Alors, souvent, on va parler dans ces growth meditation-là de valeurs. C'est quoi des valeurs? Par exemple, une de nos valeurs chez nous, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est souvent d'apprendre à comprendre quelqu'un,
avant d'être compris. Right? Et ce que je veux dire par là, c'est que souvent, les gens vont se parler, non pas pour écouter, pour comprendre, mais pour répondre. Ouais. Alors là, dans le Growth Meditation, puis je veux dire, les recruteurs, on est tous victimes de ça, parce que la réalité, c'est qu'on connaît le marché. Right? On est toujours dedans. Fait que quand quelqu'un me dit « trouve une licorne mauve à 6 pattes », ben moi, je suis équipé pour dire « t'en trouveras pas de licorne, tu vas trouver un cheval, tu vas prendre de la colle, tu vas coller une corne. Okay? » C'est ça que tu vas faire, right? Mais tu peux pas dire ça. Parce que c'est un peu cocky, c'est un peu arrogant, etc. Fait que ce que tu fais, c'est pourquoi est-ce que la personne cherche une licorne? Right? Comprends pourquoi est-ce qu'elle cherche une licorne. C'est parce qu'elle a vraiment mal, parce que son équipe a saigné plein de monde, parce qu'on lui a approuvé un rôle, mais le gestionnaire en voulait 3, c'est ça? Ouais. Est-ce que parce que cette personne-là, elle a un backfield d'une personne qui était staff level, mais là, on lui donne un junior? Et si tu es capable de comprendre avant d'essayer d'être compris, ben là, tu peux commencer à servant leadership, te mettre du bord de ton gestionnaire. Faire, écoute, regarde, je comprends, on va peut-être monter un business case ensemble pour dire sur le marché ce qui existe, que tu cherches, ça n'existe pas. On a besoin de up-leveler la position. On a besoin d'aller dans un autre marché. On a besoin d'aller chercher. Donc, c'est vraiment dans ces growth meditation-là, pour revenir à ça, j'essaie de coacher mon équipe dans ce qu'ils veulent, mais surtout de les coacher par rapport à eux-mêmes, dans leurs propres valeurs. Parce que si tu es capable de te contrôler toi-même et de... comment est-ce que je dirais ça? Si tu es capable comment j'essaie de chercher le mot, puis on fera peut-être du montage, parce que là, je suis en train de me perdre dans mes mots. Mais si tu es capable de contrôler tes réactions, si tu es capable d'écouter pour comprendre, n'importe qui va te lancer n'importe quel défi, tu vas être capable de le relever parce que tu développes quelque chose qui est antifragile. C'est-à-dire que tu peux recevoir n'importe quoi, puis tu vas t'adapter. Parce que le recrutement, c'est pas à propos du recruteur. C'est à propos de la business. Et il y a plein de gens qui ne comprennent pas ça. Alors, dans mes Growth Meditation, pour coacher mon monde, c'est la première chose qu'on apprend. Arrête l'ego. C'est pas à propos de nous autres. C'est jamais à propos de nous autres. Travaille sur toi. Et en travaillant sur toi, tu vas pouvoir dealer avec n'importe quel type de personnalité, n'importe quel humain, etc. Fait que, très, très longue réponse. Non, mais je suis curieux. Ouais. Est-ce que les sujets qui veulent développer, est-ce que c'est eux qui les abordent? Ouais, toujours. OK. C'est pas dans votre processus d'évaluation annuelle de dire l'année prochaine, on va travailler sur telle chose. Il va l'avoir, ça. Il y a une discussion là-dessus, mais ce moment-là, c'est drivé par eux et non par toi. Exactement. Donc, bottom up. C'est encore servant leadership. C'est pas toi qui arrives, tu prépares toutes ces rencontres-là à dire, bon, voici, on avait parlé de ça. C'est la personne qui doit se préparer pour cette rencontre-là. Exactement. Quel sujet j'ai besoin de coaching, 100%. D'accompagnement? Est-ce qu'ils te préviennent d'avance? Est-ce que tu... Oui, ils peuvent. Oui ou non. Ou non. Moi, j'arrive, puis on jase parce que... Puis c'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a des gens qui vont le faire. Des fois, on va avoir des Grow Meditation vraiment non-stop pendant 6 mois, puis ensuite, ça va arrêter pendant 6 mois parce que les gens, ils n'ont pas le temps. Puis moi, c'est toujours ça le truc. Je vais te donner ce que tu me donnes. Si tu as le goût de t'investir, puis de me booker du temps, puis qu'on le fasse, on va le faire. Si ça te tente pas, c'est pas grave. Mais on va avoir des conversations. Et ce que j'aime de cette approche-là, c'est que tu parlais de Performance Review. Dans Performance Review, ce qu'on fait souvent, c'est un recap de l'année. Dans une bonne évaluation de la performance, il ne devrait jamais avoir de surprise. Right? C'est drôle, on vient de les finir, là, nos évaluations de performance. Et la plupart de mes conversations, c'est « Hey, on a parlé de ça toute l'année, donc là, on fait juste un recap. » Je te donne un exemple. J'ai quelqu'un pour qui, un recruteur en Inde, qui, pour lui, c'est un aspect de communication qu'il voulait travailler parce qu'il est à 12 heures de distance de tout le monde. Fait que lui, il faut qu'il over-communicate. Right? Alors, on a travaillé beaucoup, beaucoup là-dessus au courant des 3 dernières années. Et over-communicate, il y a plein de choses par rapport à ça. Ça peut être d'écrire une présentation, ça peut être juste comment est-ce que tu envoies un bon courriel, quand est-ce que c'est le temps de faire un Slack, quand est-ce que c'est le temps de tomber sur un appel. Qu'est-ce que tu fais quand tu n'as rien à dire? Le nombre de fois qu'un recruteur veut envoyer quelque chose à son gestionnaire d'embauche puis il est comme, c'est rien passé. Right? Comment est-ce que tu dis ça? Parce que c'est important de le dire. Parce que le gestionnaire, il s'attend d'avoir des candidatures, quelque chose. Exactement. Comment tu lui dis qu'il n'y a rien? Mais il s'est fait de quoi, mais il n'y a rien pour lui à manger. Mais il faut le dire. Faut le dire. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus. Puis aujourd'hui, cette personne-là, c'est une des meilleures dans mon équipe pour dire aux gens,
il s'est rien passé, mais voici ce que j'ai fait et voici ce que je vais faire et voici quand est-ce que je pense qu'il va arriver quelque chose. Donc, c'est un peu de forecaster. Donc, on a travaillé beaucoup là-dessus. J'ai une autre personne que cette personne-là, ce qu'elle voulait travailler, mettons, dans une de mes équipes, justement, chez la MNTI, c'était comment gérer des fois sa frustration. Parce que c'est tellement frustrant, le recrutement. Tu le sais, là, on est là-dedans, il peut se passer n'importe quoi. Et souvent, le doigt pointe qui? Pointe le recruteur. Définitivement. Toujours. Alors que ça peut être un intervieweur qui est trop difficile, ça peut être du rescheduling, ça peut être qu'on n'a pas le bon profil, etc. Donc, cette personne va savoir comment est-ce que je gère cette frustration-là, right? Qui des fois peut paraître. Alors, on a travaillé là-dessus. Et en débloquant tous ces petits morceaux-là, bien, les gens deviennent meilleurs. Et ce que j'aime là-dedans, c'est qu'ils deviennent meilleurs là où ils veulent eux-mêmes être meilleurs dans leur force. C'est sûr que moi, après ça, je vais patcher au niveau de hey, ça, c'est ton blind spot, on va travailler là-dessus, etc. Oui, des fois, j'arrive avec des idées. Mais je pense que n'importe quoi qui est drivé par soi-même va t'amener vraiment plus loin quand c'est toi qui es au volant que c'est moi qui est au volant de dire hey, on va là-bas. Des fois, les gens vont dire j'ai pas le goût d'aller là-bas. J'ai le goût d'aller là. OK, parfait, je te suis. On fait un Dream Team acquisition de talent. Ouais. Il y a plusieurs rôles, tu sais, des chasseurs de tête, les sourcing, rec-up, les recruteurs, des 360, acquisition de talent. Mettons, tu nous fais un topo rapide, là, une équipe d'acquisition de talent. Ça prend quoi? J'ai-tu tout le budget qu'il faut? OK, budget limité. J'ai le budget limité. ça, c'est intéressant parce que moi, je suis pas un gars de budget. Je suis un gars que, écoute, la business a des besoins. Puis moi, je vais me plier aux besoins de la business. Je vais advocate, je vais demander les choses pour mon équipe, mais je préfère être lean qu'en avoir trop puis on l'utilise pas. Ça prend des choses. Mais si j'avais une équipe à monter, si j'ai une petite équipe, je veux des recruteurs 360 qui font tout. Je veux des consultants. Je veux du monde qui vont faire leur intake, qui vont avoir la relation avec le gestionnaire d'embauche, qui vont faire leur sourcing. À la limite, si on est vraiment une petite équipe, qui vont faire leur scheduling. Je veux du monde qui sont dedans puis qui payent le prix du recrutement. C'est-à-dire qu'ils font toutes les étapes. Et pourquoi? Parce que quand tu fais tout toi-même, ben, tu vas vouloir tout optimiser. Right? Et tu vas venir vers moi avec des méthodes d'optimisation. Hey, ça marche pas, on devrait... Puis moi, après ça, je suis mort de rire parce qu'ils font ma job. Right? Ils me disent c'est où les pain points, puis moi, je les règle. Bon, là, tu parlerais à mon équipe, tu dirais, écoute, c'est pas toujours comme ça, Juppie, parce qu'on est vraiment occupé. Mais écoute, ça, c'est le Dream Team. Si j'ai une plus grosse équipe, c'est sûr que j'accorde énormément de fonctions j'accorde énormément d'importance à la fonction de coordination. Parce que pour moi, c'est le lubrifiant dans la machine, right? On a encore besoin aujourd'hui, puis je pense qu'avec l'intelligence artificielle, on a besoin de moins de gens dans la fonction, mais on a encore besoin, mais on a besoin de gens qui vont s'occuper de ramasser les balles. Tu sais, tel intervieweur a reschedule à 1 heure de l'entrevue, j'ai besoin de quelqu'un sur le feu. On a, je sais pas moi, une journée de internship recruitment, j'ai 20 candidats qui se pointent, j'ai besoin de quelqu'un qui va gérer ça, etc. J'aime ça avoir quelqu'un qui va traiter l'admin pour que les recruteurs focus sur ce qu'ils font de mieux, interviewer, sourcer, closer. Est-ce que j'aime des gens qui font du sourcing à temps plein? C'est un modèle qui fonctionne. Moi, je suis un passionné de sourcing et je pense qu'un recruteur devrait faire son sourcing parce qu'un recruteur devrait avoir une vision d'ensemble du marché. Ça, c'est ma philosophie. Mais je pense que le rôle de sourcing est un rôle qui se vaut, qui existe et surtout qui peut être senior, qui peut être staff. Un vraiment bon sourceur peut 10x multiplier par 10 les fonctions de tous les autres recruteurs. Right? Mais pour vrai, je te dirais, ma fonction de rêve, c'est on a quelqu'un qui fait la stratégie, la vision. On a des gens qui peut-être managent le day-to-day. J'aime avoir quelqu'un au recruiting operations, évidemment, pour faire... Ton rec-up, c'est pas ta personne coordonnateur? Non. Parce que pour moi, la personne cordo, souvent, c'est des rôles qui vont être un peu plus d'entrée. Ou moi, j'aime beaucoup aller chercher quelqu'un qui n'a aucune expérience en recrutement. Je veux dire, une des meilleures cordos avec qui j'ai travaillé en construction avant. Je veux dire, bonjour Morgane, elle était à Vancouver, elle a peut-être écouté ça, j'y enverrai. Mais elle était géniale parce qu'elle, son but, c'était pas, je veux dire, elle aimait apprendre au niveau du recrutement, mais c'était une pro de l'admin, de rattraper les balles puis s'assurer, servant leadership encore là, que tout le monde ait ce qu'il faut. Le problème avec ça, c'est que
si cette personne-là fait ton RecOps aussi, souvent ton RecOps, tu as besoin de deep work. Right? Tu as besoin de créer ton dashboard, tu as besoin de penser à tes processus, tu as besoin de rencontrer du monde, tu as besoin de réfléchir. C'est toujours dans l'urgence, tu réfléchiras pas. Là. Donc, pour moi, RecOps, c'est une fonction en tant que telle. C'est une fonction que souvent le leader va devoir faire. Moi, je l'ai fait longtemps, RecOps, avec le succès. Recruitment Operation. Recruiting Operation. Fait que, tu sais, tout ce qui est tes stats, tes processus, ton ATS, automatisation, toutes ces choses-là, c'est bien de l'avoir, mais c'est sûr que, je veux dire, on a des équipes de plus en plus lean partout. Il y a beaucoup de gens qui voient le recrutement comme un cost center. Donc, je pense que le meilleur truc que je pourrais donner à quelqu'un, c'est attachez-vous pas à vos outils, puis à vos gens, puis à vos fonctions. Attachez-vous à créer des recruteurs 360 qui peuvent tout faire. Et ça, c'est la seule chose qui scale pour vrai. Parce qu'on est toujours à un mauvais quart, un mauvais trimestre de se faire dire, écoute, on a besoin d'aller chercher des salaires, puis écoute, désolé RH, vous êtes un cost center, donc donnez-nous 100 000 $. Fait que pour moi, si tu construis quelque chose où est-ce que tout le monde est capable de tout faire, c'est antifragile, parce que tout le monde est utilisé à 100% de ses capacités. Puis je suis pas en train de dire que genre un cordeau est pas utilisé à 100% qu'un sourceur, etc. Mais c'est beaucoup plus facile à vendre à la business. Voici des consultants d'affaires qui font tout, que de dire, écoute, voici plein de trucs segmentés, puis j'ai besoin de 10 personnes pour recruter 50. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Alors que j'en ai juste probablement besoin comme d'un ou deux. Puis j'allais te demander à ce moment-là, est-ce que les recruteurs sont spécialisés par verticaux, par unité d'affaires, par type de poste? Je fais tout du techno, un recruteur techno, un recruteur... Moi, j'aime la variété. Ouais. C'est quoi ta perspective là-dessus? Moi, je match les gens avec des gestionnaires d'embauche, en fait. OK. Pas avec des unités, parce que tu as tout à fait raison. Je peux vouloir... je vais nuancer mes propos. Ça dépend de ce que tu recrutes. Si tu recrutes des pipelines de rôles, par exemple, tu es toujours en train d'embaucher des devs ou des sales development reps, des gens qui font du cold call, etc., ben c'est sûr que là, tu vas toutes les prendre parce que c'est des pipelines, puis tu vas devoir dispatcher ton monde, etc. Mais connaître ton marché, exactement. Tes talents, tu peux te bâtir des pools de talents. Mais si tu n'as pas ces pipelines-là, ou si ton pipeline n'est pas assez gros, mettons, tu as 30 embauches de dev dans ton année, mais tu as besoin d'aller compléter. T'sais, pour moi, un recruteur devrait closer entre 40 et 60 personnes par année, dépendamment du volume, etc. Ma métrique, c'est toujours à peu près 4 par mois. Whatever, plus, moins, dépendamment. Donc, à partir de là, ce que je dirais, c'est les verticaux, ça me dérange moins. Je veux que vous puissiez créer des relations d'affaires. Donc, pour la même année, quand un gestionnaire va avoir un rôle, je vais toujours le donner à la même personne, pour qu'il se crée cette complicité-là. Puis c'est là que tu peux apprendre beaucoup à voir sous la surface. Tu sais, des fois, on a tout un gestionnaire qui est un peu bourru. Ça existe ailleurs. Puis là, tu crées une vraie relation d'affaires où la personne va, hey, tu sais quoi, cette personne-là à qui je travaille depuis 1 an, elle veut mon bien. Fait que peut-être que ça influence sa vision sur les RH, sur le recrutement, etc. Fait que pour répondre à ta question, j'y vais beaucoup par gestionnaire d'embauche et j'écoute ce que les recruteurs veulent. Tu sais, il y a des recruteurs qui ils veulent faire de la tech. Ben écoute, on va te donner de la tech. Si je suis pas capable de te donner la tech au complet ou écoute, le besoin est pas là, ben je vais te donner un petit rôle ici et là, etc. Fait que, et je trouve que c'est vraiment intéressant de passer les gens d'une partie de la business à l'autre. Pour moi, le recruteur devrait être la personne après le CEO qui est capable de mieux expliquer toute la business. Right? Parce qu'il y a des liens à faire dans tout et ça, tu les comprendras pas si tu ne travailles pas avec tout le monde. Tu sais, au Japon, dans les salarymen qu'on appelle, qui travaillent pour les grosses corporations, genre Sony, Nintendo, etc., tu commences à 19 ans et jusqu'à 25 ans, tu vas avoir un rôle en marketing, un rôle en vente, tu vas avoir un rôle en RH, tu vas avoir un rôle pour te faire plein de contacts. Fait que t'es dans le même business. Mais dans plein de choses différentes, plein de fonctions différentes pour apprendre c'est quoi ces fonctions-là. Et ça fait en sorte que quand un recruteur a un problème au niveau, je sais pas moi, il sait pas c'est quoi le cost center pour le rôle, le hiring manager ne sait pas non plus. Il a travaillé pendant 2 ans avec les comptables, mais il est capable de prendre le téléphone, appeler le comptable, ah ben oui, m'a aidé, évidemment, tu m'as staffé mon équipe. Fait que tu crées des relations. Puis à la fin de la journée, c'est à ça que ça sert le recrutement, c'est créer des relations. On peut le faire à l'externe, mais il faut le faire à l'interne également. Fait que c'est pour ça que je veux que les gens se promènent partout. Puis je trouve que c'est une bonne façon d'amener notre monde à être plus stratégique. Ouais. Parce que plus qu'ils sont
collé avec le gestionnaire recruteur. Ils connaissent son domaine, c'est quoi ses enjeux, qu'est-ce qu'il y a, ça amène un autre type de conversation. Puis le gestionnaire recruteur développe sa confiance. Puis ça fait des meilleurs matchs en bout de ligne. Je suis tout à fait d'accord. Tu sais, on parle de HR Business Partner. Ben moi, j'aimerais ça qu'on parle de Recruiting Business Partner. Right? Tu es un partner de la business. Oui. Ça, je pense que c'est un gros point que je retiens de notre conversation. Le recrutement est au service de la business. Oui. Puis j'aime la... Je savais pas ça au Japon. C'est des postes, écoute, je sais pas. Tu sais, le monde évolue, là. Ouais. Ben, mettons, en ligne 80-90, là, je pense qu'encore dans les grosses corporations, là, c'est comme ça. Puis je trouve ça super intéressant. Quelques secondes pour remercier notre partenaire principal du podcast Leader RH. J'ai nommé Ansia. Ansia qui lance cette année, en 2026, une IA vocale de recrutement, donc qui comprend le québécois. L'idée, c'est de permettre aux candidats d'avoir le choix entre faire une entrevue traditionnelle avec une préqualification traditionnelle avec un recruteur ou de pouvoir, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, faire une entrevue avec un recruteur AI, poser des questions sur l'entreprise et aussi expliquer son parcours. Dans tous les cas, un recruteur humain réécoute la conversation et est en mesure de faire une rétroaction personnalisée aux candidats ou candidates qui ont utilisé l'AI. Avec l'IA vocale de recrutement d'Ansia, c'est donner le choix et garder l'humain. Je terminerai en vous remerciant. Merci d'être là et d'écouter. Merci aussi de partager le podcast et de faire grandir la communauté de leaders RH. Tu m'as parlé, tu es un recruteur en Inde. Ouais. Vous recrutez un peu partout. Mais juste, on a sauté vite. Vous faites quoi? AppDirect de techno, mais vous faites des applications? AppDirect, dans le fond, ce qu'on fait, c'est... Si tu penses à ton cycle de vente, tu vas penser à Salesforce. Tu vas penser à HubSpot. Si tu penses à ton cycle de Employee Lifecycle, tu vas penser à Workday. Tu vas penser à... Mais si tu penses à ton IT Lifecycle Management, il n'y a pas de compagnie qui, de A à Z, te permet d'acheter quelque chose, de gérer l'identité des gens qui le consomment, de le déployer, de le consommer, de le biller. Nous, on fait tout ça. Donc, quelqu'un qui travaille avec AppDirect, qui est nos end-users, dans le fond, vont, par exemple, acheter des licences Microsoft et vont les acheter, les payer, se loguer et les utiliser à travers la plateforme AppDirect. Donc, nous, ce qu'on fait, en fait, c'est on a un marketplace, une place de marché, qui est également un système d'opération, mais c'est vraiment pour gérer tout ce qui est le IT Lifecycle Management. Fait que c'est tout du Enterprise Solution, vos clients, majoritairement. En fait, nos end-users, on a là, je rentre dans la poutine un peu, on a de la monétisation du procurement, je passe en 1 minute. Monétisation, c'est au travail avec des grandes entreprises, genre Rogers au Canada, Workday, c'est un de nos clients, qui ont beaucoup de clients à qui veulent vendre plus de produits à travers, par exemple, le marketplace AppDirect. Que ce soit des produits Workday ou que ce soit des produits chez Rogers de Microsoft en disant, écoute, j'ai déjà un bill de 500$ par mois avec Rogers pour ma business, m'a ajouté un 100$ de plus pour les produits Microsoft, par exemple. Et on a un côté qui est procurement, où est-ce qu'on permet à des gens, justement, qui n'ont peut-être pas de gens en TI dans leur organisation, de travailler avec des conseillers spécialisés qu'on appelle des advisors, des technologistes, dans le fond, là, qui vont leur dire, écoute, tu veux avoir un système de gestion de courriel? Parfait. As-tu pensé que tu as besoin du disaster recovery? As-tu pensé que tu as besoin de storer ça dans le cloud? As-tu besoin de sécurité par rapport à ça? Parfait, je te fais un bundle, je te le vends à travers AppDirect et ton seul point de contact, c'est pas 20 personnes dans le cloud, c'est moi. Okay. Puis moi, comme j'en vends des millions de ça par année, quand j'appelle Microsoft, ils répondent. Parce que j'ai un bon contact avec eux. OK. Tu as dit que je comprends la business, tu dis que tu as des recruteurs en Inde, des recruteurs ailleurs. Ça change. Qu'est-ce qui change, mettons, dans ta gestion d'une équipe délocalisée? Ben, c'est que, tu sais, chaque pays a une histoire, chaque culture a une culture d'affaires également. Donc, c'est juste d'être curieux, encore une fois, de comment est-ce que ça peut fonctionner en Inde, en Argentine. Je te donne un exemple. En Argentine, il y a un enjeu avec l'hyperinflation. Right? Tu peux obtenir ton salaire et 2 semaines plus tard, et te faire une épicerie complète, et 2 semaines plus tard, tu n'es plus capable de t'acheter de la gomme parce qu'il y a de l'hyperinflation.
Right? L'inflation en 2022-2023, je pense que sur l'année, ça a été quelque chose comme 125 là, une affaire de débile. Donc, il faut gérer ça. Et en Argentine, les gens, pour se protéger de ça, souvent, ils veulent avoir une partie de leur salaire en dollars américains. Donc, c'est de prendre cette information-là du marché, de l'amener à la business, travailler avec les gens en compensation, les gens en RH, en HR-Ops, etc., pour dire, écoute, on a besoin d'aller dans cette direction-là. En Inde, par exemple, tu mets un rôle en ligne, tu as 1500 applicants en 24 heures. Parce qu'il y a 1,7 milliard de gens en Inde qui sont très, très qualifiés. Donc, c'est pas la même chose qu'à Montréal, que j'ai un rôle, j'ai 3 applicants, il faut que je fasse la chasse de tête. C'est autre chose. Donc là, tu es plus dans la gestion de volume, right? Et quand tu as 1500 applicants, quand ton gestionnaire d'embauche te dit hey, « je peux-tu en avoir 2-3 autres? » C'est vraiment difficile de dire non. Right? Il y en a 1500 puis il le voit dans ton ATS. Fait que là, c'est comment est-ce que tu dis à quelqu'un « oui, il y en a 1300 autres, mais là, tu en as 5 bons. » Fait qu'allons-y avec quelqu'un qu'on a rencontré parce qu'on peut pas faire ça indéfiniment, parce qu'on pourrait juste rencontrer du monde, puis ta job, c'est de faire des entrevues. Fait que c'est de voir un peu c'est quoi le contexte d'affaires, de se moduler et de juste comme, après ça, gérer des humains qui veulent toutes la même chose, c'est-à-dire que leur gestionnaire soit de leur bord. Okay. C'est une équipe de combien de personnes actuellement? Là, tu vois, j'ai 2 nouvelles personnes qui commencent en mars, on va être 10. OK. Ouais. Quand même. Ouais. Une belle équipe, puis vous recrutez annuellement? L'année passée, on a fait 200 embauches. Okay. Depuis que je suis là, notre plus gros chiffre, ça a été 360 en 2021. Là, tu vois, je prévois à peu près 300, 350 embauches. Ça dépend de qui tu parles. Y a-tu d'autres senior director talent acquisition? Je suis seul. Pour toute la fonction de recrutement de l'ensemble. Ça rapporte à moi, oui. Ça rapporte à toi. 100%. Puis toi, tu relèves de? La Chief People Officer, qui était à San Francisco, qui, elle, se rapporte à notre CEO. Au CEO. Ouais. OK. C'est le fun que Talent Acquisition relève de CPO et CHRO? Oui, écoute, c'est qu'on est une organisation où on est très lean. Habituellement, ça se rapporte à qui? Des fois, ça va se rappeler un DRH ou un... Tu sais, même des fois, c'est pas tous qui ont des talent acquisition... de directeur ou leader. C'est ça, exact. Et que ça relève direct, ça monte direct au CHRO, CPO. C'est pour ça que j'aime tellement me direct, c'est que ma boss qui est à San Francisco, qui est notre Chief People Officer, pour elle, le recrutement, c'est une fonction, c'est une spécialité, mais qui est sa propre machine, right? Donc, ça a besoin de son propre leader qui comprend la patente et qui va manger de l'acquisition de talent. C'est drôle, on en parlait, toi et moi, au téléphone. On va en parler ici aussi, je suis sûr, mais il y a beaucoup de gens pour qui le recrutement, c'est un step pour autre chose. Définitivement. Je fais du recrutement pour devenir HRBP, pour aller en compensation, en attendant. Pas pour moi. Donc, je suis toujours en train de chercher à optimiser les processus, à voir qu'est-ce qui se passe sur le marché, à vouloir chercher les meilleurs bébites, les meilleurs outils, etc. Et à une chose qu'on a lancée il y a 2 ans, en fait, c'est Recruiting as a Service. On parlait de le recrutement, c'est un cost center. Moi, je suis comme, écoute, pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas ça? Moi, des fois, j'ai du bandwidth. J'ai plein de candidats que je connais qui sont des silver medalists, etc., qui ont aimé le processus chez nous. Je pourrais peut-être recontacter ces gens-là, dire écoute, j'ai un autre job chez un de nos clients, veux-tu que je te mette en contact? Puis nous autres, on trouve un finder's fee. Et là, on commence à avoir de la business qui rentre, de l'argent qui rentre. Et on n'est plus un cost center, on est un revenue center. Mais ça, pour le faire, tu as besoin de quelqu'un qui tripe acquisition de talent parce que je viens de doubler ma job. Mais j'aime ça. C'est vraiment intéressant, une belle twist sur ta fonction. Le recrutement corporatif qui peut... c'est ça. Je veux dire, puis de plus en plus, j'en vois là, des cabinets comptables ou des compétiteurs à nous qui font... Écoute, on va faire du IT staffing aussi parce qu'on vous aide avec vos produits, avec vos solutions, etc. Là, on est dans un salon de technologie. Tu as dit que tu es un geek techno. C'est quoi le paysage? Là, on entend de l'AI partout. Tu te lèves une roche, il y en a. Tu te lèves une roche, il y en a 2 autres. C'est quoi ta perspective là-dessus? Qu'est-ce que tu surveilles? Qu'est-ce qui est important? C'est sûr un ATS, je comprends. Évidemment. ATS, CRM, évidemment.
C'est quoi ta take sur la techno en acquisition de talent? Je te dirais, il y a 4 choses présentement, si on parle d'intelligence artificielle, qui me font vraiment triper. Le premier, c'est le scheduling. Pour moi, le scheduling, tout ce qui est coordination des entrevues, etc., il n'y a aucune valeur ajoutée là-dedans. Oui, il y en a, c'est le fun de dire bonjour à quelqu'un qui est gentil, mais tu sais... Puis il n'y a plus de raison qu'en 2026, ça se fasse manuellement encore. Exactement, c'est ça, 100%. C'est-tu de l'AI? Envoyer un lien, non, c'est ça. Donc, ça, pour moi, je pense... Puis il y a des entreprises qui, là où est-ce que l'intelligence artificielle embarque, c'est dans, mettons, le rescheduling, dans les pools, tu sais, d'être capable de faire juste du NLP, tu sais, de parler, d'envoyer un courriel, l'AI comprend ce que tu veux, puis te rebook, etc. Ça, je trouve ça intéressant. Première chose. Deuxième chose, moi, j'aime beaucoup ce qui est candidate scoring avec de l'intelligence artificielle, sans prendre de décision, mais où est-ce que tu peux dire, voici mes critères pour ce rôle-là. Par exemple, des critères là, de noir sur blanc. Moi, mon gestionnaire, il veut quelqu'un qui a du tenure, qui a été 3 ans minimum dans ses dernières entreprises, ou mon gestionnaire veut quelqu'un qui a été promu à plusieurs reprises, ou mon gestionnaire veut quelqu'un qui a été dans ces 7 compagnies-là. OK, parfait. Là, j'ai 1000 CV, je peux faire la recherche de mots-clés, etc. Mais maintenant, tu as des outils qui peuvent te scorer les choses comme ça, les mettre en note. Ça, je trouve ça intéressant. Je pense que fraud detection, la détection de candidats frauduleux, ça va devenir de plus en plus gros. Parce que, en fait, ça dépend. Ça va donner vraiment... Ça, vous êtes remote à 100%? Nous, on est hybride. OK. Et on ramène de plus en plus les entrevues en présentiel, justement pour serrer la main à quelqu'un, pour voir t'existes-tu, etc. Et on relocalise nos équipes. C'est-à-dire que ce qu'on a réalisé, c'est que c'est très cool, le remote, mais quand tu as du monde en marketing dans 7 pays différents, c'est vraiment difficile de ramener tout le monde dans la même pièce. Ça coûte vraiment cher. Fait que c'est peut-être moins cher de dire, écoute, on va se limiter à Montréal, Toronto, puis ça va être un billet de train plutôt que genre une chambre d'hôtel. Puis bref, fait qu'on relocalise les équipes. Mais je pense que le fraud detection, juste pour passer de 1000 applicants à genre 750 parce que tu en as 250 qui n'existent pas, c'est très, très bien. Scheduling, fraud detection. Puis je pense qu'il commence à avoir des outils de sourcing automation où est-ce que pendant la nuit, on t'envoie des profils, etc. Tu sais, LinkedIn dit ce qu'ils font, là, mais comme... Attends, j'ai testé plein de trucs, j'ai pas rien... Moi, ça m'intéresse. J'aimerais ça voir. J'ai pas encore trouvé la solution. Là, je suis un peu ce que Gem fait aux États-Unis. Tu sais, ils ont des promesses, etc. J'ai hâte de voir. Mais c'est les 4 choses qui, si tu me dis que tu fais une de ces 4 choses-là, je suis probablement intéressé à te parler, à voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis, tu sais, ça, c'est pour mon use case à moi. Tu sais, il y a des use cases, par exemple, des gens qui vont recruter des grosses corporations comme des McDonald's, des call centers, des affaires où est-ce que ton taux de roulement est super élevé, puis tu veux pas vraiment gérer ton taux de roulement parce que comme c'est des jobs étudiantes, whatever, tu sais, c'est un call center. Tu vas en avoir anyway. Tu vas en avoir du roulement. Puis tu sais, ça c'est drôle parce que moi je travaille pour un call center au Québec qui avait un taux de roulement exceptionnellement bas parce qu'ils prenaient vraiment soin de leurs gens. Et j'encourage les call centers à faire ça, mais il y en a beaucoup qui le font pas. Donc, tu sais, là, c'est sûr que l'automatisation d'entrevues, etc., ça peut être intéressant quand tu as du gros volume. Et c'est justifiable de dire, écoute, je peux pas parler à genre 20 candidats à toutes les semaines parce que j'ai juste une personne. Tu sais, là, je pense que ça peut être intéressant d'automatiser certaines fonctions. Surtout qu'il y a une partie du processus, des fois, que c'est juste de valider. T'as-tu bien vu telle affaire? T'as-tu tel critère? Transactionnel. Je parle pas de l'entrevue en tant que telle où on sert, mais la partie... un genre de pre-screening. De pre-screening qu'on fait des fois en téléphone. 100%. Ça peut aider. Intéressant par rapport à ça. Donc, oui, c'est ce que je regarde. Je regarde également où vont les modèles. Tu sais, à chaque semaine, il y a un nouveau modèle qui est génial. Nous... Il va en avoir... nouveauté, il va en avoir un autre encore meilleur la semaine prochaine. C'est toujours ça. Jusqu'à temps qu'on frappe le mur de compute, mais ça, c'est une autre affaire. Et que ce soit les modèles qu'on doit rendre meilleurs. Une chose qui m'intéresse vraiment beaucoup également, c'est l'intelligence artificielle chez nos candidats. C'est-à-dire que, par exemple, en software development, chez AppDirect, 30% de notre code est généré par des trucs comme Cursor. Je parlais à mon SVP Engineering hier qui me disait, écoute, il y a des features qu'on mappait sur 3 mois qu'on fait en 3 semaines. Il y en a qu'on mappait sur 3 semaines, qu'on fait en 3 jours. Right? Alors, de plus en plus, je veux savoir comment est-ce que les gens voient l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils le voient comme un outil?
Et est-ce qu'ils voient comme plus que, tu sais, j'ai ChatGPT gratuit, puis j'ai une demande, tu sais, je devrais-tu dire ça à ma blonde? Donc, comment est-ce que tu utilises, comment est-ce que tu y penses? Et surtout, c'est quoi ta philosophie par rapport à ça? Parce que tu peux émettre des doutes quant à la sécurité. Est-ce qu'il y a trop de hype? Est-ce qu'on est dans une bulle économique, etc.? Ça, c'est tout absolument valide. Moi, en intelligence artificielle, souvent, ce que j'aime dire, c'est à chaque semaine, j'écoute le pire optimiste et le pire pessimiste. Tu fais une moyenne. Puis là, je me demande, c'est qui sonne le plus fou? Puis je crois l'autre. Puis la semaine d'après, je recommence. Mais dans le fond, ce que je veux savoir, c'est les gens, est-ce qu'ils sont capables au moins d'admettre ou de réaliser ou de dire que ça va avoir un impact, c'est pas un fad, ça va pas disparaître. Non, définitivement. Ça va changer les choses et j'ai besoin de gens que ça va exciter. Moi, je suis quelqu'un qui croit beaucoup aux guardrails en intelligence artificielle. Je vais pas donner à un IA le choix de prendre une décision par rapport à mes candidats. Il va toujours avoir un humain de loop. Mais il y a des choses qu'on peut automatiser, qu'on peut faire avec les LLM. Puis ça, il faut faire attention aussi parce que l'intelligence artificielle, présentement, qu'on en parle, c'est des LLM. Puis ça, c'est pas toute l'intelligence artificielle. Il y a du OCR, du NLP, il y a des choses en quantum, pas en quantum computing, mais en time series, en finance, etc. Donc là, on a quelque chose de très, très petit qui est le LLM, mais qui peut nous permettre de faire des choses intéressantes. J'ai commencé à utiliser Cursor un peu. Moi, je code pas, je suis pas un... Mais je suis capable de créer un petit dashboard le fun, réactif, avec Cursor, tu sais, puis à plugger des trucs dedans. Puis c'est pas super sophistiqué, mais c'est scrappy. Fait que je veux des gens qui sont comme, écoute, si je te donne une licence, là, puis je te dis, va jouer, là, amuse-toi, tu vas-tu me dire oui? Tu vas me dire, je veux pas faire ça. C'est ça un peu, c'est cette mentalité-là qu'on cherche. Puis je pense qu'on pourra plus se trouver une job si on a une mentalité de non, moi, je touche à rien de ça. C'est un deal breaker pour toi, quelqu'un qui est... Quelqu'un qui me dit non, c'est sûr que c'est un deal breaker. Pas parce que... Puis les gens ont le droit d'avoir leurs opinions, etc., mais la business est là. On est là-dedans. Est-ce que ça va faire perdre les emplois, comme Dario Amodei dit, on est près d'un job apocalypse? Je le sais pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficient du gloom and doom, qui voient leur stock monter parce qu'ils disent, écoute, c'est la seule chose qui existe. Moi, je pense que ça va être une technologie parmi d'autres qui va être super, très, très impactful, comme Internet, comme plein de choses, etc. Mais j'ai besoin de gens qui sont comme, écoute, oui, évidemment. On remettra pas le génie dans la lampe. Ça va pas arriver. Trop tard, puis il va y avoir une transformation. Ouais. Puis il faut que tu l'utilises, il faut que tu l'optimises. Ouais. Tu sais, j'avais une collègue qui disait l'AI, c'est comme un stagiaire. Faut que tu le traînes, faut que tu l'écoutes, faut que tu valides, tu fais un suivi. Ouais. Puis c'est un peu actuellement dans les solutions. Ils vendent l'outil, c'est la meilleure affaire depuis le pain tranché. C'est ça. Puis j'hésitais, je me suis dit, c'est juste une expression du fleuve. Non, c'est bon. Puis ils mettent ça là, ils pluguent, puis go. C'est pas vrai que ça marche pas tout ça. C'est pas vrai, c'est pas Faut que tu le maintiennes, faut que tu penses à c'est quoi tes garde-fous, etc. Donc ça existe. Tu sais, c'est drôle, je suis un scientifique justement de Québec qui dit, tu sais, ça évolue. Je veux dire, c'est un étudiant de bac, un étudiant de maîtrise, mais tu sais, cette personne-là disait, tu sais, c'est comme avoir accès à un étudiant au doctorat. C'est juste qu'il est toujours un peu sous. Un tout petit peu. Mais des fois, on va dire quelque chose, c'est comme OK, c'est pas vrai ce que tu viens de dire. Fait qu'il faut toujours le questionner, etc. Puis il faut pas l'utiliser comme Google, comme Wikipédia. C'est pas ça le point. Le point, c'est de se challenger, c'est d'avoir des bons prompts, c'est de créer des agents. Tu sais, moi on a des digital twins qu'on appelle au travail, où est-ce qu'on a une solution qui s'appelle devs.ai, je passe rapidement, qui permet de créer des agents. Facilement. À l'interne. Un outil interne. Un outil interne, devs.ai, on fait des agents, on peut même vibe coder maintenant là-dessus, etc. Fait que c'est juste avoir la curiosité d'utiliser ça. Nous, on a des digital twins, c'est-à-dire que moi, j'ai tous mes playbooks de recrutement que j'ai uploadés dans son cerveau. Et là, je pose des questions. Je suis comme, écoute, j'ai telle présentation que je dois faire, ça, c'est mon audience, etc. Peux-tu me donner un peu de feedback sur genre ce que j'ai, etc. Puis je veux vraiment être stratégique, je veux pas être dans le tactique, etc. Fait que, tu sais, puis on a un back and forth, puis des fois, on jase. Puis ça, il y a quelque chose d'intéressant où est-ce que je m'élève moi-même en utilisant l'intelligence artificielle parce que je ne fais pas l'erreur principale que beaucoup de gens font, qui est de outsourcer ta pensée critique. Right? Le matériel de base, c'est moi. Right? L'intelligence artificielle, les LLM, qu'est-ce que c'est? C'est tout Internet puis la moyenne de ça.
Moi, je veux pas la moyenne de rien. Je veux moi. Ouais. Moi, je suis la plus-value, right? Alors, si je fais juste dire, hey, fais-moi un plan stratégique de talent acquisition pour 2026, puis je fais juste présenter ça, ça va être du slot. Ça. Mais si j'utilise pour m'aiguiller, pour me challenger... C'est incroyable ce que ça peut faire. 100%. Les gens réalisent pas ça à dire fais-moi... Parce que je pense que les use cases qui sont présentés, c'est un peu des trucs, des fois, bonbons, de dire hey, regarde, fais-moi un plan alimentaire, stratégique ou nanana. Puis là, tu fais hey, wow, c'est génial, ça. Mais c'est pas là que tu vas chercher la meilleure. La valeur. Ben non. Quand tu challenges, tu dis OK, maintenant, mets-toi dans la position de. Ouais, mon gestionnaire, j'envoie ce courriel. C'est ça, comment lui il se réagit, qu'est-ce que tu pourrais challenger. Des fois, je l'utilise dans des présentations, dire OK, aide-moi à bâtir ça. Maintenant, si tu es dans les souliers d'un client, de telle situation, dans tel type de business, qu'est-ce que tu vas challenger avec ce que tu sais sur moi? Comment je pourrais le faire? Si je réponds ça, qu'est-ce que tu vois? Juste la prise de notes, ça me permet d'être présent. Puis c'est intéressant ce que je parlais l'année passée avec un groupe de co-développement avec Sandrine Théard, Club Dot. Puis on parlait de ça, puis on disait, tu sais, c'est fou parce que des fois, les recruteurs prennent plus de notes parce qu'ils ont comme Gemini ou des note-takers, whatever. Puis là, ils sont plus présents parce que la note nous ancrait dans la conversation. Puis là, il y a quelque chose qui prend. Alors que c'est le contraire. Tu devrais... Il y a quelque chose qui prend des notes pour toi. Fait que là, sois présent dans la conversation. Ben, c'est ça. Relance des gens, aie du fun, fais des blagues, etc. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est toujours les LLM. C'est quelque chose qui augmente l'humain. Donc, humain plus LLM va être meilleur qu'humain tout seul ou LLM tout seul, right? Mais il faut que les deux soient ensemble, puis il faut trouver comment est-ce qu'on collabore. Tu sais, je sais pas si tu connais le notebook LM. Oui. Tu sais, je veux dire, tu peux littéralement domper un livre là-dedans, puis poser des questions, puis avoir des choses. C'est super intéressant. C'est capoté. Je m'en sers des fois pour découvrir un rôle. Oui, tu sais, tout ça, dire OK, tu as des infos, tu mets ça là-dedans, puis ça te parle, ça te crée un podcast quasiment qui t'explique, mon Dieu, notre job des concepts est en péril. Non. Mais ça t'explique des éléments, ça le vulgarise. Après ça, tu vas t'asseoir avec ton gestionnaire recruteur. 100%. T'es préparé, là? Oui, puis tu sais, là, on parle juste d'agent ou de chatbot, mais juste l'idée que bientôt, les codeurs virtuels, genre les cursors, etc., vont être assez avancés pour que moi, qui n'ai aucun talent technique, je puisse, en un après-midi, coder une page d'accueil qui dit à mes candidats password protected pour ce rôle-là. Voici c'est quoi le processus, voici qui tu vas rencontrer, voici c'est quoi les questions qu'ils vont te poser, etc. Je veux dire, moi j'ai recruté en agence là, en 2014-2015, je travaillais pour des agences web, tu sais, qui pouvaient te biller 3 mois pour te faire un site web statique. Alors que là, en un week-end, tu sais. Puis là, c'est ça, je vais le passer à quelqu'un qui va regarder la sécurité, on va le déployer correctement, etc. Des guardrails, des garde-fous, super important. Mais là, je peux commencer à faire des trucs vraiment le fun, moi-même, où est-ce que j'ai pas besoin de support technique. Et c'est là qu'on va. Tu fais ta preuve de concept. Je fais ma preuve de concept. Et là, je dis à mon CEO, à ma boss, écoute, investissons là-dedans. Je veux dire, si tu me donnes un tout petit peu de ressources, tu sais, à la limite, on pourrait commencer à coder. Bon, là, il y a des enjeux légaux puis tout ça. Puis, mais tu sais, on pourrait commencer à coder des ATS Lite. Tu sais, je veux dire, si je suis une petite boîte de 5-10 personnes, puis genre, j'ai quelqu'un d'un peu geek, puis je vais avoir une belle expérience candidat, je pourrais me faire un petit ATS avec des petites fonctionnalités, mettre ça dans un cloud qui est SOC compliant, GDPR compliant, etc., travailler mon légal, etc. Est-ce que ça vaut la peine? Je ne le sais pas. Mais de plus en plus, on va avoir cette question-là de build versus buy. Est-ce que je l'achète moi-même? Est-ce que je paye cet argent-là? Ou est-ce que je le construis? Puis, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui parlent d'un SaaS apocalypse qui s'en vient, tu sais, où est-ce que les compagnies vont vouloir penser hey, pourquoi est-ce que je paye 1 million à X compagnie que dans le fond, c'est juste une base de données avec un beau UI par-dessus? Alors là, moi, ce que je vais trouver intéressant, c'est les entreprises vont devoir se poser la question est-ce que je ne suis qu'une base de données avec un UI ou j'amène vraiment de la valeur à mes clients? Parce que si tu n'amènes pas de valeur, pourquoi je te paierais des millions de dollars à chaque année quand je pourrais peut-être le construire moi-même? Puis juste, je vais te demander accès à ton API pour ta base de données, puis ça va être ça, puis on se reverra l'année prochaine à la signature. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on est arrivé à parler de ça. On parlait d'intelligence artificielle, mais j'ai besoin de recruter des gens qui sont... Oui, on peut être inquiet
on peut avoir comme, ah, mon Dieu, ça change vite. On context switch tout le temps. Mais j'ai besoin de gens qui sont un peu excités par genre, hey, il y a quand même des affaires qui pourraient être intéressantes. Puis il y a plein de choses dont on parle pas. Ça boit de l'eau comme c'est débile. Ça ruine des écosystèmes au complet. Et sauf que le problème, c'est que ça, c'est des enjeux avec des chats GPT qui vont lancer des Sora pour s'amuser, puis on fait du slop. Mais en entreprise, il y a des belles fonctionnalités. Je veux dire, écouter Netflix, c'est vraiment pas bon pour l'environnement non plus, right? On le fait, puis on s'inquiète pas. On le fait, puis on s'inquiète pas. C'est juste que là, je pense qu'avec l'AI, il y a peut-être un peu trop de hype. Les évaluations sont débiles. Donc, on a besoin que les gens versent de l'argent. Alors, peut-être qu'on va avoir une petite correction, éventuellement. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais j'ai juste besoin de gens qui sont capables de dire, écoute, ça va rester, c'est un outil, utilisons-le. On a... Encore une fois, on ne remettra pas le génie dans la... Moi, j'ai fait une politique, une gouvernance AI, parce que justement, on avait... Tout le monde nous sollicitait, puis des produits, puis c'est le new shiny thing, ouais. etc. Je me suis assis, puis j'ai fait une gouvernance AI, puis ça va-tu voler des jobs chez nous? Sur quoi on le fait? C'est quoi ma position comme entrepreneur dans ma business, etc. Puis un des trucs que je mets beaucoup plus d'emphase, c'est sur la résilience. Nous, on va être des early adopters, on va le faire, mais avec des paramètres, ça viendra pas juger la personne, ça discriminera pas. On a mis des éléments, je veux dire, on se prépare pas à toutes les situations, on se prépare à ce que n'importe quelle situation qui va se passer, on va être capable de s'adapter, réagir, puis je trouve que ça amène cette posture-là. Puis en faisant la politique de gouvernance, j'étais comme, c'est ça. Je l'ai fait. C'est ça que je Preaching to the choir, la gouvernance, c'est tellement important et c'est ce qui m'appelle à dire que l'intelligence artificielle, des fois, je pense que c'est un enjeu plus de gens et talents que de TI. Parce que l'impact est sur les gens. Définitivement. Et il y a des entreprises de plus en plus, je veux dire, bon, j'ai juste un exemple en tête, Moderna, il faudrait que je sorte ma source, mais où le département de TI se rapporte maintenant à gens et talents. Right? Les Chief People Officers deviennent des Chief People and IT Officers parce que l'impact est sur les gens. Puis on parle d'expérience employée. Ouais. IT, c'est d'expérience employée. Logisco dans la région de Québec. Ouais. Ça s'en vient, il est en train de regarder ça pour que les TI fassent partie de l'équipe RH. De l'équipe RH aussi. Moi, j'y crois. Oui, j'y crois. Hey, j'ai l'impression qu'on pourrait... parler forever. Il y a plein d'affaires, le stand-up, plein de trucs. C'est vrai, on a découvert que les deux ont fait du stand-up. Ben là, t'en fais plus, tu n'as fait plus que moi. Moi, je commence. Tu commences? Ouais, mais ça va être bon. Ça a piqûre. Vous pourrez pas dire qu'on vous écoute pas. Il y en a plusieurs qui nous demandent où est-ce qu'on a pris le jeu Nouvelle Recrue qu'on joue à la fin de nos podcasts avec nos invités. Ben, vous avez juste à aller sur nouvellerecrue.ca. Il est maintenant disponible en ligne, en commande. Vous pouvez vous en faire livrer. Puis l'utiliser, vous aussi, avec vos nouvelles recrues pour apprendre à les connaître dans les premières journées, premières semaines en emploi. Alors, amusez-vous autant que nous. nouvellerecrue.ca. Hey, merci. Je nous fais atterrir doucement avec un petit jeu, jeu d'accueil et intégration. Je t'invite à piger une carte. J'adore les jeux. Moi, je suis un joueur de Magic the Gathering. Fait que tu me montres des cartes, moi, j'y veux toutes. Es-tu forte, celle-là? Je sais pas. Ouh! Est-ce que je pose la question? Vas-y. Vie personnelle. Film d'horreur, d'amour ou d'action? Je suis le pire avec les films d'horreur. J'ai peur de tout. J'aime un bon thriller psychologique. Mais moi, la souffrance pour souffrir, là... Genre décadence, ça. Hey, c'est parce que le monde est déjà dégueulasse, là. Genre, j'ai pas besoin de voir. Mais un bon thriller psychologique... Ou tu sais, j'aime beaucoup l'univers de Flanagan sur Netflix, The House of... en fait, non, je donne un meilleur exemple. J'ai écouté la série Marianne sur Netflix. C'est une histoire de fantômes, une histoire d'horreur française incroyable. Ça, c'est mon genre de truc. OK, mais moi, s'il y a des fantômes, des esprits, des affaires de même... Ça te fait peur? Ah, je capote. Ah, ça, c'est mon genre. Ça, c'est mon genre d'horreur. Ouais, j'aime ça. Mais j'aime pas le sang. T'aimes-tu le sang? Moi, je suis plus décadence que fantôme. C'est ça, exactement. Je me souviens, tu sais, il y avait eu c'était un preview. Les enfants avaient été perdus dans le bois. OK. Puis quelqu'un les découvrait, genre, après 15 années. ans. Puis là, juste écoute, gars,
j'en parle. Ouais. Je viens d'avoir un frisson en arrière. Je te dis, j'ai rêvé de cette preview-là, je sais pas combien de fois, fait que c'est clair, horreur, tu m'as pas. Pas horreur pour moi. Amour, je veux dire, j'aime un bon film d'amour. Dans le temps des fêtes. Dans le temps des fêtes, c'est cute. Là, Un bon Love film Actually, là, c'est ça, la fin de même. Mon film, c'est le seul film que je suis capable d'écouter Oui. plus qu'une fois, Love Oui. Actually. À tous les Noëls. Ouais. Puis c'est sûr, moi, j'aime aller au cinéma voir un gros film niaiseux. Tu sais, like, moi, j'ai vu toutes les Rapides et dangereux au cinéma. Parce que j'arrive, ça fait du bruit, il y a des gros bras. Je veux dire, il y a un m'amener. Avez-vous Rapide et dangereux 8? Un m'amener de Rock est dans un Jeep sur un lac glacé. Il y a un sous-marin nucléaire qui envoie une bombe. Il sort, il pogne la bombe, puis il renvoie la bombe sur quelqu'un. Ça, c'est de la magie. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est de l'art. Ça retrouve ta création. J'adore ça. À l'origine. Joupi? Ouais. Hey, regarde, On est rendu. On l'a là. fait. Merci infiniment. Super conversation, puis on se recroise, c'est sûr. Très bientôt. Merci. Ciao.